entre les tables rondes, donc je les enchaîne. Grâce à toi, Pascal, je ne vais pas faire 5 tables rondes d'affilée aujourd'hui, donc je te remercie, ça me fait plaisir, je vais pouvoir manger. Mais je suis ravi qu'on parle de l'inaction. C'est bien de l'introduire comme ça, mais de discuter un petit peu sans tabou, un petit peu de manière... c'est Pascal qui va animer, donc je ne vais pas lui faire des pièges et le mettre dans une situation impossible d'essayer de dire... à la fin de cette table ronde, on aura débloqué tout pour accélérer la transition énergétique. Mais c'est un petit peu l'idée, c'était comme dans toutes les autres tables rondes, de se parler de manière franche sur comment on accélère les solutions de manière intelligente, de manière adaptée au territoire, etc. Et je remercie en particulier Lucille Schmitt parce qu'elle s'est rajoutée à cette table ronde très récemment. On avait un petit souci d'absence de personnes de la fonction publique ou d'organisation publique. Et Lucille, en tant qu'ancienne élue du conseil régional, nous permet d'avoir une table ronde, on ne va pas dire exhaustive, complète, mais triangulaire, exactement. Et donc j'ai le plaisir de revoir Anne, parce que ça faisait quelques années que je ne l'avais pas vue, Anne Bringo, qui est toujours directrice des programmes du réseau Action Climat. Le RAC qu'on connaît, qui est au niveau international d'ailleurs, le Climate Action Network, pour celles et ceux qui s'intéressent à cette belle association qui fait du plaidoyer, mais aussi de la formation, de la sensibilisation aux enjeux du changement climatique. Merci Pascal Chariot qui va animer cette table ronde, me décharger de cette lourde tâche, qui va le faire avec brio, directeur général d'Enerdata. Enerdata qui est intervenu dans une table ronde hier, collecte de la donnée sur les comportements, les usages, aussi peut-être la production énergétique, l'ensemble des sujets. Mais donc vous allez prendre peut-être une position un peu plus neutre dans cette discussion, mais j'imagine que vous allez aussi faire valoir l'expertise. Vous avez David Lamy, on a échangé. Merci beaucoup de votre participation en tant que directeur général France Recyclage et Valorisation à Suez. C'est super de vous avoir. Et puis David Laurent, on ne s'est pas encore rencontré, mais je dis bonjour à Claire Tutenuy, directeur transformation écologique, Entreprise pour l'environnement, une association qui promeut l'engagement des entreprises en faveur de l'environnement. Ceci tout dit pour que vous ayez vraiment une impression tout à fait légitime d'être dans de très bonnes mains pour discuter de comment on débloque cette inaction, si on peut parler d'inaction, en faveur de la transition énergétique. Pascal Chariot, la parole est à vous, je vous donne le micro. Merci Henri, bravo. Bon appétit. Très bien. Alors je vais dire 2 mots d'introduction et puis après poser un certain nombre de questions. Je m'étais proposé pour animer cette table ronde parce qu'effectivement nous Enerdata d'ailleurs on est bureau d'études un peu technique. On connaît les solutions comme un certain nombre d'experts d'ailleurs. On ne détient pas la science infuse et on voit que ces solutions ne se mettent pas en œuvre. Donc je vais dire 2 mots d'introduction pour préciser. Hier, on en a entendu parler à plusieurs tables rondes, ce triangle de l'inaction, qu'est-ce que c'est donc en quelques mots, aujourd'hui, les solutions pour décarboner et baisser les émissions et plus globalement préserver la planète, si on prend l'ensemble du donut, elles sont globalement connues. Quand on fait, nous, des exercices de modélisation, de politique, etc., on met bien de l'inertie et tout, mais on sait ce qu'il faut faire. Sur beaucoup de sujets, on sait ce qu'il faut faire. Il faut, par exemple, rénover le bâtiment. C'est pas un truc qui est super nouveau, quoi. Ça fait juste 15 ans qu'on le dit. Et dans tous les pays, ce que je vais dire est un... Nous, par exemple, on bosse beaucoup au niveau international. On a globalement les mêmes freins. Donc, on n'est pas sur des sujets typiquement français. Donc, on connaît les solutions pour réduire la consommation, pour décarboner les sources d'énergie, pour baisser les émissions et pour aller potentiellement à 1,5 degré ou rester en tout cas sous les 2 degrés. On va venir à l'étude EPE. Il y a quelques années, on avait fait pour EPE, avec d'autres cabinets experts complémentaires, une étude pour montrer qu'il y avait une trajectoire 2050 zéro émission nette qui était atteignable sans raconter, sans imaginer des solutions qui n'étaient pas encore maîtrisées. Voilà. Et le temps passe et on s'aperçoit que ça ne se met pas en œuvre. Donc il y a un certain nombre de freins qui ne sont pas techniques. Ça ne veut pas dire que toutes les solutions sont connues et maîtrisées. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'innovation. Mais cette table ronde, elle va se concentrer sur un frein qui est le sentiment ou la perception que les acteurs, d'une manière générale, ont tendance à dire nous, on fait notre part, mais les autres ne la font pas. Donc le triangle de l'inaction, c'est ce petit dessin, alors j'ai repris le nom de la personne qui a semble-t-il le copyright, Monsieur Perretou. Voilà, c'est quelque chose qui est connu depuis quelques années.
Donc c'est le triangle dans lequel chaque grand acteur estime faire beaucoup d'efforts et il attribue la responsabilité de la lenteur et des résultats aux autres. Donc on va prendre les pouvoirs publics, les entreprises et les citoyens. On va rester à ce niveau-là, ce qui est évidemment une impasse, parce que dans les citoyens, il y a toutes sortes de citoyens, dans les entreprises, il y a toutes sortes d'entreprises, dans les pouvoirs publics, il y a les élus, il y a la fonction publique, il y a l'État, l'international et il y a le territorial. Donc on pourrait faire à chaque fois des triangles d'inaction à l'intérieur là-dedans. Mais on va rester sur ces 3 grands niveaux-là avec voilà, l'impasse que ça peut relever. Et concrètement, je vais donner juste 2 exemples, et puis après on va passer aux questions. C'est que, par exemple, le citoyen, pour commencer par l'un des 3, le citoyen estime de plus en plus être sensibilisé et de faire des efforts, d'ailleurs de payer pour ça aussi financièrement et de sa personne, et que ça lui coûte, mais il va critiquer les pouvoirs publics pour leur manque de vision long terme, de courage dans les choix faits, et parfois d'exemplarité dans leur comportement. Alors c'est moi qui le dis, hein, je ne cite personne. Et le citoyen va aussi critiquer les entreprises pour leur recherche permanente de profit et de l'enrichissement des actionnaires qui passent par plus de volume, et parfois aussi va les critiquer pour leur communication édulcorée, pour le dire comme ça. Qu'on pourrait parfois évoquer le greenwashing, parce qu'il y a un décalage énorme entre la communication et les actes, quoi. Voilà, faire de la pub pour des avions qui, dès que possible, voleront sans émission de gaz à effet de serre, c'est quand même assez compliqué. Vu du citoyen au moins, mais probablement d'autres aussi. Les entreprises, elles valorisent souvent leur engagement, leur progrès, leurs investissements et leurs contributions concrètes. Nous sommes la solution. Et elles renvoient aux citoyens consommateurs leur choix d'achat et leur volonté de prix bas. Voilà, ils se disent, si vous voulez que ça soit produit localement, il faut payer plus cher, de la qualité durable, il faut payer plus cher. Donc les citoyens, les consommateurs veulent le beurre et l'argent du beurre. Et les entreprises vont aussi dire au pouvoir public, vont leur reprocher leur manque de continuité dans les objectifs et le manque de politique long terme, et parfois aussi le risque de perte de compétitivité. Donc une entreprise internationale va dire au gouvernement français, attendez, moi vous me demandez ça, mais dans les autres pays, même au niveau de l'Union européenne, il y a des contraintes que les autres pays n'ont pas, donc on va perdre de la compétitivité, donc de l'emploi, etc., etc. Et les pouvoirs publics, eux, ils attribuent une priorité de plus en plus forte à la question climatique, bien sûr, que ce soit au niveau national ou local, mais ils font face aux attentes diverses, complexes parfois, de leurs citoyens, qui est aussi leur corps électoral. Donc plus l'élection se rapproche, plus ça devient sensible. Et ils ne veulent pas imposer trop de contraintes. Voilà. Et on parle vite d'écologie punitive, il ne faut pas d'écologie punitive. Et les pouvoirs publics doivent gérer les pressions des entreprises sur l'emploi et la compétitivité. Voilà. Donc c'est ça, le triangle de l'inaction. Globalement, c'est tous ces freins qu'il y a dans ce système-là. Alors pour nous éclairer et donc avoir un plan d'action concret d'ici 3 quarts d'heure, on a donc, c'est pas des représentants, hein, c'est des exemples, on va dire plutôt. Je pense que personne n'aura la volonté de représenter les citoyens, les pouvoirs publics, mais on a donc un panel d'intervenants qui vont témoigner de leur perception, de leur point de vue, voilà, avec des expériences diverses. Et donc, moi, je vais animer ça en posant la première question à David, là, donc David Laurent, puisqu'il y a 2 David, d'Entreprise pour l'environnement. Donc, Entreprise pour l'environnement vient de sortir une étude, il y a un triangle dessus, d'ailleurs, vous voyez, qui a été fait par un consortium remarquable. Et la question, donc, notamment par nous, avec Carbone 4, avec Solagro et d'autres, c'est vraiment intéressant. Il y a 4 ans, on avait fait une trajectoire zéro émission nette qui était technique. On avait dit, et on voyait qu'on pouvait aller à zéro émission nette en 2050. Et 4 ans plus tard, la question de PE était, mais en fait, ça avance pas, ou pas vite. Donc qu'est-ce qui se passe? Et c'était plus du tout de la modélisation, etc. C'était de comprendre où étaient les freins sociologiques, psychologiques, techniques aussi parfois. Voilà. Donc, question à David. Avec cette étude qui vient de sortir, quelles sont les conclusions que tu peux nous partager sur ce sujet du triangle de l'inaction dans les résultats de cette étude? Et comment les entreprises reconnaissent la part qu'elles ont, elles, à prendre et la responsabilité qu'elles ont, mais aussi comment est-ce que les entreprises interpellent les autres acteurs pour associer les actions des uns et des autres? Merci Pascal. Alors, beaucoup de questions en 2 minutes. On va essayer de... Allez, 3. Merci.
Un petit peu de contexte d'abord. Donc EPE, on est une association qui en gros pour lui une soixantaine d'entreprises de tout secteur de l'économie et des grandes entreprises françaises. Et donc son but, c'est de les faire travailler ensemble pour construire une réflexion collective et qu'ils puissent venir ensuite enrichir leur stratégie, leur réflexion individuelle. Donc c'est vraiment, on va dire, c'est un club d'entreprises sur l'environnement. Voilà, un exemple, Suez, on est un membre éminent depuis de nombreuses années. Donc oui, on a sorti un travail sur le sujet qui a été réalisé avec nos membres et avec le soutien d'un groupe d'experts. Donc merci Pascal pour cette aide. Il y a un triangle. Alors le contexte, dès 2019, on avait déjà parlé d'un triangle. Avant de parler de triangle inaction, nous chez EPE, on avait proposé un triangle de l'action. Donc voilà, force est de constater qu'en com, on est moins bon que les gens qui promeuvent un triangle de l'inaction. Bref, en tout cas, voilà, on avait essayé de parler de triangle d'action, ça a moins pris en tout cas. L'idée derrière, c'est avant de sortir du triangle, la meilleure solution, c'est de ne pas y rentrer. Donc d'insister sur le fait que chacun a des leviers qui peuvent activer. Pour en venir à ce rapport, à cette étude été 2030, ça répondait à la question, à la perplexité qu'il y avait chez l'entreprise face à le contexte de multicrise dans lequel on est. On nage de crise en crise là, depuis quelques années, avec un monde qui se complexifie, de plus en plus de sujets à aborder. Et la conséquence derrière, c'est aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont drivé leur engagement via une roadmap de décarbonation, mais c'est pas le seul sujet. Donc on dit voilà, si on veut avoir une approche résiliente, il faut qu'on puisse avoir des stratégies qui aient intégré tous ces déterminants, que ce soit les différents déterminants environnement, donc le climat, mais la biodiversité, l'eau, également les composantes sociales, les composantes sociales qui vont être très proches pour les entreprises, c'est-à-dire les emplois, l'évolution de la société et la gestion des inégalités, qui aussi va impacter leur façon de faire. Et le troisième, bien sûr, la résistance économique et la bonne santé de la société. Donc c'est vraiment en ayant cette approche 360 degrés qu'on a tiré un certain nombre de conclusions, notamment la nécessité de s'inscrire dans des limites planétaires. Et ça, c'est peut-être un aspect inédit d'avoir des collectifs de grandes entreprises qui s'expriment sur ce sujet-là. De mettre en avant des approches de sobriété non seulement énergétique, mais plus loin sur d'autres sujets, d'aller parler de sobriété des infrastructures, sobriété matérielle. Voilà, donc de vraiment pouvoir s'inscrire dans un contexte cohérent et basé sur une approche scientifique. Donc c'était vraiment ça qui était important. Donc si j'essaie et ça nous a permis d'arriver d'aborder des concepts type de contrat social de la transition. Donc vraiment un peu un nouveau narratif porté par des entreprises. Donc si je résume en 3 points un peu les conclusions. Donc d'abord, effectivement, chacun a un rôle dans cette transition. Les individus, bien sûr, je ne vais pas y revenir. Les entreprises qui sont porteuses de solutions, mais techniques, mais également financières, d'accompagnement, donc qui ont un rôle d'entraînement. Un deuxième point, c'est quoi? Ces actions, elles sont évidemment pas suffisantes. Et le point clé derrière, c'est de pouvoir en fait les conjuguer, les associer, les planifier ensemble, parce que pour affronter en fait, ce qui est un défi structurel de transformation de la société, c'est la conjugaison de l'action de ces différents acteurs qui va permettre de résoudre les problèmes qu'on est confronté. Je pensais notamment, on peut prendre l'exemple de la rénovation énergétique. Aucun de ces 3 acteurs ne peut résoudre ce sujet lui tout seul. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et une troisième conclusion, et je m'arrêterai là-dessus pour respecter mon temps, c'est que derrière, on se rend compte que voilà, ces transformations, donc il faut d'abord en donner conscience aux gens, et ensuite pour les faire se réaliser, l'important, on se rend compte de plus en plus, c'est qu'il y a besoin de dispositifs et de mécanismes de dialogue entre les acteurs pour trouver les équilibres, définir les compromis, les marges de manœuvre pour pouvoir enclencher ces transformations. Voilà pour mes 3 minutes d'intro.
Merci David. Du coup, maintenant, je vais demander à Anne Bringot, donc du réseau Action Climat. Anne, le réseau Action Climat représente un certain nombre d'organisations de la société civile. Tu as suivi ce projet en tant que partie prenante. Comment est-ce que toi, tu vois les résultats, les recommandations de ce projet des entreprises? Est-ce que ça va changer quelque chose concrètement? Plus globalement, comment tu vois, au fil des ans, pas depuis très longtemps, mais depuis quand même quelques temps, c'était l'évolution de la société et de ce jeu d'acteurs. Comment est-ce que tu le vois? Est-ce que tu vois des signes positifs de transformation, de moins d'inertie? Et j'ai rajouté une question que je t'avais pas envoyée à l'avance, mais parce que tu nous avais partagé un moment ta relecture du processus de la Convention citoyenne, qui est quand même un truc intéressant en termes d'intervention des différents acteurs là-dedans. Donc, est-ce que éventuellement tu veux nous partager comment tu relis, au sens de la relecture, ce processus-là et ses résultats? J'avais l'intention de parler de convention citoyenne, tu ne m'auras pas. Bonjour à toutes et tous, Anne Bringot, je suis directrice des programmes au réseau Action Climat. C'est un réseau de 27 ONG, donc la plupart des associations de protection de l'environnement, c'est peut-être trop près là, des associations de solidarité internationale et des associations de lutte contre la précarité comme le Secours catholique, puisqu'on veut absolument embarquer aussi ces enjeux de justice sociale et les enjeux de lutte contre le changement climatique. Notre réseau, il a vocation justement à échanger entre nos membres sur des visions, apporter des solutions du coup un peu complètes sur ces différentes problématiques. Et notre métier, c'est de faire du plaidoyer, donc d'essayer de faire que les politiques publiques intègrent davantage de mesures sur la lutte contre le changement climatique. Et c'est vrai que j'ai suivi avec intérêt les travaux d'EPE, et notamment ceux qui étaient arrivés avant sur ZEN 2050, comment arriver vers la neutralité carbone. Et justement, cette question de neutralité carbone, c'est ça qui a un peu changé la donne dans les débats depuis 2015. Avant 2015, en France, on se disait il faut faire un facteur 4, il faut diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Voilà, on restait un peu sur une baisse, un peu, il fallait accélérer, mais bon, c'était pas quelque chose de très... on n'allait pas changer complètement. La neutralité carbone en 2050, ça veut dire qu'il n'y a plus d'essence et diesel dans les voitures. En 2050, ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de fuel ou de gaz fossile pour se chauffer. Ça veut dire qu'on baisse aussi beaucoup les énergies fossiles dans l'industrie. Ça veut dire qu'on baisse aussi dans l'agriculture. L'agriculture, c'est le deuxième secteur émetteur de gaz à effet de serre en France. On baisse beaucoup l'usage des engrais azotés et de synthèse et beaucoup aussi le cheptel. Donc il y a des impacts qui sont énormes et qui touchent tous les acteurs. Et c'est parce que ces transformations sont énormes que là, ce triptyque, il rentre complètement en jeu avec l'État qui est censé fixer le cap. L'État, normalement, c'est l'intérêt général. Donc lui, il est censé regarder, c'est l'accord de Paris, rester sous 1,5 degré ou 2 degrés, et donc fixer le cap pour aller vers cette neutralité carbone. Alors, il a fait un peu ce rôle, il fait des scénarios, des programmations, des stratégies qui, jusque-là, restaient quand même dans le domaine du ministère de la Transition écologique et n'infusaient pas beaucoup les autres ministères, l'industrie, l'agriculture, et donc n'avançaient pas beaucoup. Maintenant, on a un secrétariat général à la planification écologique à Matignon qui est censé faire que tous les ministres aillent dans le même sens. On peut quand même dire actuellement qu'on n'est pas sûr du cap et qu'il y a un clair besoin de refixer le cap au niveau de l'État sur l'endroit où on va. Et puis le rôle de l'État, c'est aussi d'engager tous les acteurs. Donc ça veut dire que mettre autour de la table les entreprises, les citoyens, les collectivités, les syndicats, tout le monde, pour voir par rapport à ce cap comment on va pouvoir y arriver ensemble et comment on va accompagner les secteurs ou les acteurs pour qui c'est difficile. Si vous êtes un ménage précaire, vous n'avez pas les moyens de rénover votre logement, donc il faut que l'État vous accompagne à la fois par des moyens financiers, à la fois par un accompagnement. Si vous êtes un agriculteur, si on vous dit qu'il ne faut plus utiliser de carburant fossile pour votre tracteur, il va falloir vous dire comment vous allez pouvoir utiliser autre chose. Et pour les entreprises, c'est la même chose. Cet accompagnement aussi, on pourra y revenir, il n'est pas exactement là parce que les méthodes
pour créer de la politique publique en France sont quand même très peu ouvertes aux différents acteurs, même s'il y a beaucoup d'instances, mais finalement les décisions qui sont prises sont quand même très très verticales et descendantes. Au niveau des entreprises, beaucoup disent qu'elles veulent agir, et je sais que Entreprises pour l'environnement fait un énorme travail que je salue très franchement. Néanmoins, dans les entreprises, certaines ne suivent pas vraiment le cap qui serait le cap de l'intérêt général. On peut citer Total Énergie continue à explorer de nouveaux gisements d'hydrocarbures alors que tous les rapports sont cohérents, que ce soit le GIEC ou l'Agence internationale de l'énergie. Il ne faut plus exploiter de nouveaux gisements parce qu'avec les gisements actuels, on a déjà suffisamment pour atteindre et ne pas dépasser le budget carbone qui nous reste pour rester sous 1,5 degré. Donc on voit bien que là, s'il n'y a pas des règles du jeu qui sont fixées, l'entreprise elle-même, elle va continuer avec des arguments qu'on connaît, qui sont si c'est pas moi, ça sera une autre entreprise et ça sera pire. C'est pas moi, c'est le client qui veut. Et c'est vrai que actuellement, le système pour se déplacer, par exemple, a été fait autour de la voiture et donc du carburant fossile. Et donc actuellement, les gens ne veulent pas de l'essence, ils veulent se déplacer. Et donc, effectivement, c'est un système à changer. Néanmoins, on ne peut pas dire que les gens veulent absolument leur dose de pétrole comme si on était un dealer. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a d'autres entreprises où l'État joue un rôle plus fort. C'est le cas des 50 sites les plus émetteurs en France. Donc, c'est des grandes industries qui produisent de l'acier, du ciment. Là, l'État a décidé à la fois de mettre la main à la poche. Il y a beaucoup d'argent qui va être donné à ces entreprises qui pourtant avaient bénéficié de 2 milliards de quotas gratuits sur le marché carbone européen, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat. Et donc là, il y a vraiment des engagements de ces entreprises pour transformer de manière profonde leur process, et l'État, a priori, va mettre des conditions assez fortes pour que ces entreprises changent complètement leur process, et là on va dans le bon sens. Et puis voilà, mon discours n'est évidemment pas anti-entreprise, puisqu'on a besoin, on est ici en train de parler beaucoup d'énergie renouvelable, on a besoin de nouvelles entreprises pour développer les énergies renouvelables. Il nous faut des panneaux solaires produits en France, il nous faut des éoliennes, il nous faut tout un ensemble d'entreprises et de compétences à développer, bien évidemment en intégrant aussi d'autres enjeux comme la biodiversité. Le risque aussi avec les entreprises, c'est que, alors certes, elles veulent gagner de l'argent, et donc elles vont privilégier les sociétés où elles gagnent de l'argent, les solutions, où elles gagnent de l'argent. Et donc, ce sont souvent des solutions technologiques par rapport à la sobriété, consommer moins. Donc, forcément, également, il y a un contrepoids à mettre, même si la sobriété peut aussi faire gagner de l'argent à des entreprises. Si vous produisez du textile de manière responsable en France ou en Europe, vous pouvez développer du business dans un cadre de sobriété. Actuellement, on achète chacun, en tout cas en moyenne, 40 nouveaux vêtements par an. On n'a pas besoin de ces nouveaux vêtements, on pourrait en acheter moins, mais produits localement de meilleure qualité. Et donc là, il y a une possibilité de développement d'activités économiques au niveau local. C'est pareil sur la consommation de viande. Si on produit une viande de meilleure qualité en France, l'idée, c'est effectivement de ne pas importer du poulet produit dans des conditions déplorables dans d'autres pays. Sur les citoyens, toutes les études le montrent, ils sont prêts à agir, mais il faut que ça soit juste. Donc il faut que effectivement les efforts soient équitablement répartis, et il faut qu'il y ait une dimension collective. Si on veut prendre son vélo, mais qu'il n'y a pas de piste cyclable ou d'endroit pour attacher son vélo de manière sécurisée, on ne va pas être très incité à prendre son vélo. Si on a envie de consommer moins, mais qu'on a des milliards dépensés en publicité pour vous inciter à acheter plus, et en ce moment, il y a un projet de loi sur l'ultra fast fashion, donc qui a fait monter ce sujet-là. Évidemment que c'est compliqué de résister à ce marketing énorme qui pousse à acheter toujours plus. Il y a quand même chez les citoyens des sujets difficiles, et je vais citer un exemple, c'est l'aviation. L'aviation, en fait, il n'y a pas de solution technologique à court terme. On ne sait pas faire actuellement des avions verts. On pourra en débattre aussi. Mais en tout cas, ça n'existe pas à court terme. Et donc, le seul moyen, c'est de baisser le trafic. Mais c'est vrai que là, le citoyen n'est pas il est face à quelque chose qui, quand même,
pose question sur sa volonté de réduire ses voyages en avion. Ce qu'il faut aussi, c'est valoriser probablement des voyages plus courts et qui peuvent être tout aussi sympas. Et c'est là où je conclurai sur la Convention citoyenne sur le climat. Effectivement, 150 personnes tirées au sort, représentatives des Français, donc pas des gens sensibilisés du tout au départ, qui ont été formés. Donc plusieurs personnes sont venues leur apporter de la connaissance. Et quand on apporte cette connaissance, au fond, les citoyens, après, portent des propositions qui sont beaucoup plus ambitieuses. Et donc, c'est l'intérêt d'apporter la connaissance et aussi d'avoir des méthodes différentes pour faire de la politique, pour intégrer tous les enjeux, accompagner tous les acteurs avec un cap qui soit fixé par l'État. Donc, on peut y arriver, même si pour l'instant, on n'y est pas. Merci pour cette revue bien large, Anne. Du coup, j'ai passé la parole à David Lamy de Suez. Alors, en plus, moi, je ne connais pas bien le secteur des déchets, mais je pense que c'est intéressant. Vous avez la responsabilité du secteur déchets chez Suez, et cette question du lien entre les collectivités, les entreprises et les usagers, elle est sans doute très concrète, et peut-être plus que quand on parle de fast fashion, de produits importés, etc. Ça veut dire que la question de la gouvernance de l'action, de l'amélioration des process, elle doit être beaucoup plus présente. Du coup, est-ce que vous avez, vous, des exemples de coopération et de transformation de ce triangle de l'action, en l'occurrence, pour reprendre ce que disait David Laurent, pour le coup? Oui, bien sûr. Alors, donc, je vais vous répondre avec une casquette entreprise, bien sûr, puisque je suis directeur général de Suez France. Suez, dans le monde, c'est 40 000 collaborateurs dédiés à la gestion de 2 ressources fondamentales sur la planète, l'eau et les déchets. Les déchets sont une ressource aujourd'hui, puisque la gestion de cette ressource permet d'exercer moins de pression sur la ressource primaire. Alors, il y a une question que vous avez posée au départ, qui est celle du triangle de l'inaction. Et on peut peut-être quand même faire une réponse courte. C'est l'avantage de ces rendez-vous, c'est que ce n'est pas une copie de baccalauréat. On a le droit à une réponse courte et une réponse longue. Donc la réponse courte, c'est qu'il faut que chacun bouge et que chacun anticipe que l'autre va bouger. La réponse longue, c'est qu'il faut, à mon sens, et pour commencer à répondre à votre question, qu'il y ait au moins 2 choses qui se fassent en priorité. La première, c'est que on doit correctement valoriser ce qui est aujourd'hui une externalité ou des externalités. Le carbone est une externalité, il n'est pas suffisamment intégré dans les équations économiques. La biodiversité est une externalité, elle ne s'intègre pas correctement dans les équations économiques. Et dans le monde industriel, on dit souvent ça, ne progresse que ce qui se mesure. Donc on doit absolument avoir des mesures fiables et s'entendre. Alors sur le carbone, on s'est à peu près entendu, puisqu'il y a des tonnes de CO2, on sait un peu plus le mesurer. Sur la biodiversité, on n'y est pas encore. Donc il faut qu'on s'entende sur ce que sont ces externalités. Et là, une fois qu'on a fait ça, on peut arriver à l'étape d'après qui est fondamentale dans l'équation capitaliste, c'est d'intégrer ces externalités, c'est-à-dire d'internaliser, en un sens, des externalités. Mais pour ça, il faut qu'on s'entende sur la mesure. Voilà. Et de là découle d'ailleurs toute l'importance des directives CSR, la CSRD, la taxonomie. Alors je ne vais pas déclencher beaucoup de passion et d'appétit un vendredi à 14h en vous parlant de taxonomie, mais in fine, ça sert quand même à ça. Ça sert à forcer les entreprises à mesurer à peu près de la même façon ce qui est important et ce que sont des externalités. Une fois que le carbone sera intégré dans l'équation capitaliste, on pourra développer des mesures d'optimisation qui l'intégreront. Et pareil pour la biodiversité. Aujourd'hui, la taxe carbone pèse très peu, in fine, sur l'ensemble de l'économie. Elle pèse sur certains secteurs, mais beaucoup de secteurs de l'économie ne sont absolument pas touchés par ça. Ensuite, il faut valoriser ces impacts. Et là, vous avez parlé du citoyen. Le citoyen fait des efforts, mais ce n'est pas toujours valorisé. Non, ce n'est pas valorisé parce qu'effectivement, il faut qu'il puisse mesurer. Là, je prends l'exemple de l'eau et du déchet. On a fait cette expérience à Singapour. On a relié à des capteurs d'eau des smartphones avec des applications qui s'appellent de gamification, où on a fait des espèces de petits jeux qui permettaient aux usagers de comprendre leur consommation d'eau et tout en la réduisant, de générer des points ou des systèmes de bonus.
Quand vous donnez la même application à des usagers en France, c'est ce qu'on fait avec mon service déchets, quand vous commencez à mesurer, quand vous avez sur votre téléphone la quantité de déchets que vous avez produits, quand vous savez, quand vous la voyez progresser, ou la quantité de déchets que vous allez économiser, vous allez adapter vos gestes. Et ça, c'est une valorisation fondamentale pour les citoyens, avant même de passer à la valorisation économique, parce qu'on pourrait aussi parler de tarification incitative. Donc, la valorisation des externalités, elle est absolument fondamentale. Ensuite, et ça c'est le deuxième point qui est fondamental, il faut qu'on réinvente des modèles d'affaires. Et ça, c'est à l'entreprise aussi d'en faire la promotion. Nous, on a un modèle d'affaires dans l'eau et dans le déchet dont on fait beaucoup la promotion. On veut rémunérer la sobriété. Vous avez parlé de sobriété. Il faut qu'elle soit valorisée, il faut qu'elle soit rémunérée. Alors rémunérée pour le consommateur, avec ce que j'ai décrit en la mesurant, valorisée aussi pour les opérateurs privés. Nous, on fait la promotion chez Suez. On dit aux municipalités, on s'engage à réduire votre volume de déchets. Nous, avec un contrat avec Suez, on va, au bout de 5 ans, au bout de 7 ans, et on le mesure tous les ans, on va s'engager à ce qu'il y ait moins de déchets dans votre poubelle non recyclée. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Avec l'économie sociale et solidaire, avec des applications, avec de la gestion de la donnée, on va vous aider à réduire le volume. Et ça, c'est un point fondamental dans les modèles d'affaires, c'est le fameux découplage. Quelles sont les entreprises aujourd'hui qui sont capables de s'engager sur une réduction de leur volume? Et concrètement, votre chiffre d'affaires est lié à quoi, du coup? Eh bien, à la réduction, si on arrive à réduire les déchets de 20%, on a une prime qui est liée à ça. Mais in fine, ça coûte moins cher à la municipalité parce qu'elle a moins de déchets elle-même à traiter et à envoyer dans la filière traitement. Pareil pour l'eau. L'eau, il faut qu'on rémunère la sobriété. Il y a 20% de fuite dans les réseaux en France. L'opérateur peut tout à fait être incentivé pour réduire ces fuites. La valorisation et la rémunération de la sobriété, elle fonctionne très bien pour l'individu, pour le citoyen, elle fonctionne très bien pour l'opérateur. Et ensuite, il faut évidemment faire émerger, une fois qu'on a intégré ces fameuses externalités, le carbone par exemple, vous faites émerger avec ça des nouveaux modèles d'affaires. Vous parliez de Total, vous parliez des énergies fossiles. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que le méthane vert met du temps? Parce qu'évidemment, il n'est pas compétitif, il coûte 4 fois plus cher aujourd'hui. Mais plus cher que quoi? Plus cher qu'un gaz qui ne paye pas son quota carbone. Donc tant que le gaz, effectivement, tant qu'on pourra utiliser du gaz sans intégrer le vrai prix du gaz, mais le prix du gaz, il doit intégrer le prix du carbone. Donc ces équations-là, elles permettent de faire émerger des nouveaux métiers et à la fin, sur vos déchets verts, par exemple, vous produisez tous les ans 83 kilos de déchets dans votre poubelle. Voilà. Grâce à ce gisement, on sait produire 1,7 TWh par an d'énergie verte totalement décarbonée. Voilà. Donc ces équations doivent se mettre en place et ces modèles d'affaires, encore une fois, ils permettent à la fois de générer ces nouveaux modèles de l'énergie décarbonée et surtout, le plus important, de la sobriété. Merci pour ces éclairages concrets. Puis on est bien dans l'économie des ressources plus généralement et de sortir de l'énergie pour aller vers l'eau, les déchets, quoi. C'est ce qui nous attend de plus en plus. Donc ça illustre bien. Et ces premiers exemples de modèles d'affaires où moins il y en a, plus on gagne. C'est rare encore. Lucille Schmitt, alors avec votre expérience que je ne connais pas en détail, mais à la fois de la fonction publique et de la vie politique, de la responsabilité politique, quelle analyse vous faites, vous, de l'évolution de l'exercice de cette responsabilité, du fait qu'on arrive ou pas à mettre un cap, à avoir le courage d'engagement long terme et à ne pas se faire rattraper trop vite par les élections court terme, par exemple. Et voilà. Et qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui, plus clairement, comme difficulté, mais aussi comme succès ou comme évolution concrète sur lesquelles on peut bâtir? Oui, merci beaucoup. Effectivement, j'ai une expérience aussi au ministère de l'économie en dehors du fait d'avoir été conseillère régionale, et c'est surtout là-dessus peut-être que je vais essayer de m'appuyer. En tout cas, ce que je voulais dire par rapport à tout ce qui a été évoqué, c'est que l'idée de faire travailler ensemble les différents acteurs, d'avoir un jeu d'acteurs qui soit d'ailleurs pas seulement un triangle, parce qu'au fond, si on met les parlementaires, les entreprises, les ONG, les citoyens, des entreprises de différents types, des ONG de différents types, enfin, en fait, on est face
à une sorte de figure géométrique que je ne qualifierais pas, mais en tout cas, il y a même plus qu'un triangle. Ça date pas d'hier, puisque je voulais quand même rappeler que lorsque Nicolas Sarkozy a été élu en 2007, il avait organisé un Grenelle de l'environnement et il avait, sous l'égide de Nicolas Hulot, organisé cette capacité de dialogue. Et par rapport à ce que disait David II sur le fait qu'il fallait anticiper et puis anticiper que les autres allaient bouger et anticiper que les autres allaient bouger, je trouve ça très intéressant parce que je pense que si le Grenelle de l'environnement apparemment avait été assez passionnant en termes de possibilité à bouger en parole et c'est pas traduit par le fait de bouger suffisamment en action, c'est sans doute que la notion de co-responsabilité n'avait pas été suffisamment posée. Et je voudrais quand même insister là-dessus. C'est-à-dire que je crois que l'idée, c'est que chacun des acteurs doit se dire « je suis co-responsable avec les autres » et donc d'organiser une collectivité de la responsabilité, ce qui n'est pas si simple dans un pays où les institutions sont organisées de façon centralisée et avec le sentiment que c'est d'abord l'État qui, comme vous le dites, Pascal, par sa vision, par sa régulation, par sa capacité de sanction, va au fond organiser la possibilité de la responsabilité, que c'est d'abord l'État qui est responsable et qui, au fond, d'ailleurs, est aussi irresponsable sur ces enjeux écologiques. Donc, comment est-ce qu'on fait pour transformer la culture institutionnelle et la façon dont chacun des acteurs se voit? Ça me semble un premier point. La deuxième chose par rapport au sujet des institutions, c'est qu'évidemment, ça a été évoqué par Anne notamment, l'enjeu, c'est de travailler à l'ensemble des échelles. C'est-à-dire que lorsqu'on parle des institutions publiques, on a à la fois l'État, on a les collectivités locales, et puis on l'a largement évoqué depuis le début de ce sommet, on a la question de l'Union européenne qui est fondamentale, puisque, notamment sur les déchets, beaucoup de choses sont fixées à l'échelle européenne, et puis on pourrait se projeter effectivement à Singapour, mais là, on va se contenter des 3 échelles qui sont collectivités locales, État, Union européenne. À partir de là, s'apercevoir que le jeu des institutions est un jeu aussi compliqué parce que, d'une certaine manière, elles aussi, elles ont leur triangle. Elles ont l'État, les collectivités locales et l'Union européenne. Et il y a un nouveau triangle qui est peut-être de l'action et de l'inaction qui doit être calé, si je puis dire, ou calqué sur cet autre triangle dont on parle. Et donc ça montre la complexité d'organiser ce principe de co-responsabilité parce qu'aujourd'hui, vous voyez bien, notamment par rapport à ce qui se passe sur le pacte vert, à l'occasion de la révolte des agriculteurs, qui est une révolte européenne et qui correspond à des motivations différentes d'un État à l'autre, mais au fond à un sentiment de révolte contre la complexité et qui est instrumentalisé pour organiser une régression écologique. On voit bien que du côté des institutions, la vision, la régulation, la sanction, mise au service de l'écologie, on peut s'interroger parce qu'au contraire, ça peut déboucher sur la régression écologique. La Commission vient de présenter là ce qui va être la discussion sur la nouvelle PAC agricole. Il y a une régression en termes écologiques qui est avérée. Donc, au fond, les institutions, c'est à la fois un lieu de responsabilité et un lieu où la régression peut se produire très rapidement. Et ça, c'est lié évidemment au cycle électoral dont vous parliez. Mais ce qui me semble important de dire, c'est qu'aujourd'hui, au sein de ce triangle institutionnel, il y a un débat qui est de plus en plus structuré entre les partisans de ceux qui disent que les enjeux environnementaux et écologiques sont des enjeux structurants, qui en fait ne sont pas des enjeux sur lesquels on peut conjoncturellement avancer puis ensuite reculer, alors même qu'il y a un certain nombre effectivement d'engagements qui ont été pris au niveau des institutions. Donc il y a un débat entre institutions qui est très, très, très fondamental. Anne Bringo évoquait le fait qu'on avait organisé un secrétariat général à la planification écologique auprès du Premier ou de la Première ministre. C'est fondamental parce que jusqu'à présent, en fonction du ministre auquel vous parliez, les enjeux écologiques étaient évidemment traités différemment. J'aurais quand même rappelé que l'État est organisé de façon ultra verticale et très en univers parallèle, avec des rapports de force qui évoluent en fonction de qui est président de la République, qui est Premier ministre, qui est ministre de l'Agriculture, qui est ministre de l'Économie. Donc la situation aujourd'hui, je dirais, elle est meilleure qu'il y a... elle est institutionnellement meilleure qu'il y a quelques années. Ça ne signifie pas que le contenu du projet soit meilleur. Et c'est ça la difficulté. On a progressé en termes juridiques quand on signe l'accord de Paris, quand on fait des stratégies nationales bas carbone, quand on fait des programmations pluriannuelles de l'énergie, quand on fait une loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire. On a progressé juridiquement, institutionnellement, mais on n'a pas progressé sociologiquement par rapport à ceux qui tiennent la responsabilité, parce qu'ils ne sont pas intrinsèquement convaincus qu'au fond, le fait de porter l'écologie, enfin de satisfaire aux engagements qui ont été pris sur l'écologie et d'organiser un avenir qui soit un avenir qui permette aux générations qui viennent de ne pas griller sur place, ils ne sont pas convaincus que ça vaille la peine par rapport à la question de la réélection, à la question
d'un court-termisme et d'une démocratie de l'instant, comme on dit aujourd'hui. Et donc, tout l'enjeu, c'est au fond de faire bouger les choses en organisant aussi la possibilité d'un pouvoir collectif. Lorsque vous êtes au sein des institutions, vous avez un modèle qui est tout de même, je me répète, mais qui est quand même un modèle d'une seule tête. Je ne sais pas comment c'est dans les entreprises, c'est peut-être comme ça aussi. Mais en tout cas, voilà, il y a peut-être plusieurs têtes, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette question de pouvoir organiser le pouvoir collectif, c'est, me semble-t-il, essentiel par rapport à ce triangle de l'inaction dont vous parlez. Parce qu'au fond, dans le triangle, il y a toujours la question de mais quel est le côté qui pèse le plus ? Et par rapport à cette organisation du pouvoir, l'enjeu que les citoyens se sentent eux aussi responsables, non seulement écologiquement, mais aussi en termes de pression sur le pouvoir, me semble essentiel. Une démocratie écologique qui fonctionne, ce sont des contre-pouvoirs forts. Et ça signifie que donc il faut arrêter de croire qu'il y a un homme ou une femme providentielle de l'écologie, qu'il y a un entrepreneur ou une entrepreneuse providentielle de l'écologie. Toute la question, c'est au fond le jeu humain qui accompagne les engagements juridiques et économiques. Merci. J'essaie de digérer tout ça. Alors, peut-être une manière de rebondir. Moi, j'ai une ou deux questions concrètes, puis après, on prendra des questions dans la salle. Mais dans l'étude EPE, on a pas mal abordé ce sujet de la gouvernance, de la rareté. Donc, je ne vais pas citer... mais si, je pense que c'est le président Macron qui a fini par dire il y a quelques mois qu'on n'était plus dans une société d'abondance. Mais de fait, vous connaissez tous le donut, les ressources, on dépasse les limites planétaires sur plein de sujets. C'est pas que la France, c'est partout. Mais la gouvernance de ces ressources, dans toutes les sociétés occidentales, est basée sur le fait qu'il y ait pléthore de ces ressources. Et qu'on ne sait pas, on n'est pas, sauf quand il y a eu le Covid, mais on ne sait pas de manière... Quand une contrainte vient lentement, progressivement, la gouvernance n'est pas adaptée à la gestion de ces ressources et de cette rareté. Et la gouvernance, c'est bien la distribution, ou le pouvoir partagé entre différents acteurs. Donc on a vraiment vu ça, et c'est vrai de tout. C'est vrai de l'énergie, c'est vrai de l'eau, c'est vrai de la biodiversité, etc. Mais ce n'est pas toujours à la même échelle. Il y a des gouvernances qui nécessairement, des investissements doivent se faire à un niveau national, par exemple, voire européen, et d'autres qui sont beaucoup plus locaux. Donc peut-être, David, est-ce que vous, c'est des choses que vous expérimentez dans le dialogue entre les parties prenantes, vraiment de réfléchir à la transformation de la gestion de ces ressources, de raisonner au niveau des régions, au niveau des syndicats professionnels aussi, parce que c'est pas qu'une entreprise. Mais est-ce qu'il y a des travaux et des signes de concrètement d'avancer sur l'expérimentation, c'est-à-dire de d'autres types de gouvernance? Alors, clairement, ce qui change sur les 5 dernières années, c'est la perception de la ressource. Elle a beaucoup changé déjà dans les régions françaises sur l'eau, puisque l'eau était plutôt abondante en France, voire très abondante. Il y a eu quelques épisodes de sécheresse. Moi, je suis français, je suis australien aussi. J'ai passé 11 ans en Australie. Je peux vous dire que la sécheresse là-bas, c'est pas la France. Prenez une capitale comme Perth, la capitale de l'Australie occidentale. Vous avez 50% de l'eau à Perth qui est produite par dessalement d'eau de mer par osmose inverse. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'eau dans la ville, où il manque 50% d'eau. Melbourne, un tiers. Sydney aussi a son usine de dessalement. Brisbane, pareil. Donc quand vous avez vécu dans un pays où il y a un véritable stress hydrique, vous savez ce que c'est. En France, ça vient doucement et puis c'est surtout très isolé. Mais il y a ce sujet qui est revenu clairement sur l'agenda avec les territoires, c'est de se dire mais là on a quand même un problème d'eau et donc comment fait-on pour gérer cette rareté? Et là il y a deux débats qui émergent. Il y en a un sur la rémunération de la sobriété, justement, c'est comment va-t-on économiser et quelles incentives allons-nous déployer auprès des grands opérateurs et auprès des usagers pour que cette rareté soit valorisée. Et après, il y a un autre débat qui consiste à dire cette ressource, en fait, il va falloir aussi la recréer et la recycler un maximum, parce que c'est tout le sujet de l'eau, mais si vous traitez de l'eau et que vous la renvoyez en mer, c'est pas terrible. En fait, quand vous êtes près du bord de mer, vous avez plutôt intérêt à trouver des systèmes de réinjection. C'est ce qu'on fait en Australie, où vous allez traiter une première fois l'eau, des eaux usées,
et vous allez la retraiter une deuxième fois pour la rendre potable. En France, psychologiquement, boire des eaux usées, c'est quelque chose sur lequel on n'est pas complètement prêt. Je peux vous dire que technologiquement, ça ne pose absolument aucun problème. Voilà. Donc ça fait émerger des discussions là-dessus. Et puis après, sur la partie déchets, la donne change beaucoup parce qu'effectivement, le déchet est vu maintenant comme une ressource sur lesquelles il faut économiser un maximum la ressource primaire. Donc ça fait augmenter très largement les taux de recyclage. Ça, c'est votre poubelle jaune. Hein. Votre poubelle jaune progresse tous les jours, hein, et on vous en remercie. Il y a encore une marge de progrès en France, hein, par rapport aux pays européens. Et ça fait émerger aussi, bien sûr, la valorisation énergétique, et ça permet de déployer sur les territoires des outils de valorisation énergétique qui sont beaucoup moins carbonés en France et surtout en Europe centrale, beaucoup moins carbonés que les énergies classiques. Donc ces débats ressortent vraiment sur les 5 dernières années. Ces deux types de ressources sont perçus totalement différemment. Merci. Anne ? Peut-être 2 exemples complémentaires sur l'électricité, par exemple. Alors, ça vous paraît peut-être pas une ressource rare, mais dans les années à venir, de plus en plus d'usages vont être réalisés par de l'électricité, que ce soit les déplacements, le chauffage, l'industrie. Et donc, la consommation d'électricité va augmenter, avec une production qui, elle, peut augmenter, en tout cas dans les années à venir, avec les énergies renouvelables. On va essayer aussi de réduire la consommation d'électricité pour les mêmes usages avec efficacité et sobriété. Mais à un moment donné, voilà, on peut avoir certaines limites, sachant que... Alors nous, on participe en tant qu'ONG à des réunions chez RTE, qui est le réseau de transport d'électricité, qui est l'acteur qui prépare des scénarios, des projections sur les années à venir. Et pour la première fois, on a vu arriver des acteurs du transport aérien qui sont venus dire nous, on a besoin de beaucoup d'électricité pour faire de l'hydrogène, pour soit utiliser l'hydrogène directement pour l'aviation, soit ensuite l'utiliser pour faire des e-fuels, donc des carburants de synthèse. Et en fait, où est l'espace où on va discuter de cette électricité qu'on va produire si jamais on n'arrive pas à augmenter autant qu'on le souhaite ? Est-ce qu'on va le privilégier pour se déplacer, pour les voitures, pour se chauffer avec des packs ? Est-ce qu'on va rénover quand même les maisons pour quand même baisser cette consommation ? Ou est-ce qu'on va en garder une part pour l'aviation au détriment d'autres parts ? Il n'y a pas d'endroit où on discute de ça, sachant que ces acteurs-là peuvent passer par des achats, des contrats d'achat, des PPAs. Et finalement, peut-être que ce débat n'existera même pas, puisqu'il sera déjà en fait... préemptés par des acteurs économiques qui auront décidé d'acheter une part de l'électricité sans qu'il y ait un réel débat. Sur la biomasse, c'est pareil. Donc le bois, par exemple, ou la biomasse agricole. Sur le bois, donc on a beaucoup d'acteurs qui disent qu'il faut laisser le bois dans les forêts parce que les puits carbone se réduisent. On a besoin de davantage puits carbone pour justement la neutralité carbone. Et puis d'autres qui disent oui, mais on a besoin justement aussi d'énergie, donc on va avoir besoin de bois pour la chaleur, pour des chaufferies, et puis peut-être d'autres. L'aviation toujours aura besoin de bois pour produire du carbone, pour aller avec l'hydrogène, de l'électricité, tout ça pour faire des carburants de synthèse. Bref, donc il y a ces débats. Alors là, c'est un peu plus pris en compte par le SGPE, mais c'est pas mis en débat public. Je ne sais pas si c'est des débats où vous vous êtes dit j'ai la possibilité à un moment donné de donner mon avis. Pour l'instant, ça n'existe pas. Ce sont des débats au sein des ministères et parfois avec quelques acteurs, mais on ne débat pas réellement de l'usage de la biomasse, par exemple. Alors, je vais donner un exemple d'évolution. C'est que là, on a été invité, nous... par le ministère des Finances qui organise cette année 3 ou 4 sessions d'échange entre les ingénieurs et les économistes, donc entre DGEC et le ministère des Finances. Il y en a une vendredi prochain qui est publique sur le bouclage. Donc c'est un terme un peu technique, mais c'est exactement ça. C'est nous, quand on fait des modélisations des scénarios, il y a un moment donné, tout le monde veut la ressource et à qui on la donne, quoi. Tout le monde veut la biomasse, tout le monde veut, etc., l'électricité. Et donc, il y a cette volonté d'échanger et de faire se parler les financiers et les ingénieurs. Je vais, pour que tout le monde ne réponde pas à chaque question, élargir un peu, peut-être pour David et Lucille. Globalement, il y a cette question de la limite, du respect des limites planétaires et de la prise en compte de leur rareté. Et ça amène, ça a été évoqué dans plusieurs tables rondes hier déjà, au problème d'arrêter de chercher la croissance des volumes.
Donc, je ne vais pas parler de décroissance, mais d'arrêter de croire qu'on peut consommer des ressources qu'on n'a pas. Et donc cette question de la croissance des volumes, dans ce triangle d'acteurs, donc qui touche à plein de choses, qui touche à la durée de vie des produits, qui touche à l'image de la société de consommation, qui touche à la relation à la propriété ou à l'usage, qui touche à la rentabilité des entreprises, qui touche à l'emploi. Il y a vraiment plein de dimensions. Voilà, donc c'est quelque chose qui, en France notamment, est déjà abordé et débattu, ce qui n'existe quasiment pas aux États-Unis ou ailleurs. Mais cette question des volumes, aujourd'hui, qui peut lancer... Alors, on a eu l'exemple de l'eau et des déchets, mais sur d'autres sujets, des volumes de production, de biens de consommation, etc., qui peut lancer des initiatives là-dessus? Est-ce qu'on peut attendre d'entreprises que leurs actionnaires leur demandent de baisser des volumes? C'est pas évident tout de suite, mais est-ce qu'il y a des exemples que peut nous livrer, ou est-ce que, je ne sais pas si Lucille, vous avez une idée, est-ce que dans sa vision et d'un cap qui dépasserait un peu les prochaines élections, l'État est capable de donner, ou l'Union européenne bien sûr, de donner une vision, un récit, parce qu'évidemment ça rejoint cette image du bonheur, mais la propriété, la quantité d'objets qu'on possède, etc. Et comment on peut enclencher des expérimentations là-dedans? Et après, je prendrai quelques questions dans la salle, donc vous pouvez déjà y réfléchir. Bon, question compliquée, mais je me lance. Oui, aujourd'hui, en fait, c'est un point dur, ce sujet des volumes, qui correspond pas au modèle traditionnel d'affaires des entreprises. Il y a certaines solutions, effectivement, dont on parle, tout ce qui va être lié à l'économie circulaire, l'économie du partage, la fonctionnalité. La question, c'est que c'est compliqué à mettre en place. Des solutions, voilà, conceptuellement, on connaît. En pratique, c'est des changements techniques, culturels, etc. Donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, il y a des exemples. Donc, David nous l'a dit sur les déchets, sur l'eau. Il y en a d'autres. Il y a le fameux exemple de Michelin qui loue les pneus au kilomètre. Mais c'est extrêmement compliqué derrière de faire accepter ça aux clients, aux vendeurs, etc. Après, si on regarde d'un point de vue plus positif, il y a des choses en fait où intrinsèquement, en fait, le volume n'est pas un blocage. Je m'explique. Quand on parlait de ce sujet de gouvernance de la rareté, finalement la rareté c'est créateur de valeur, parce que si on se dit, voilà, c'est une chose qu'on travaille depuis plusieurs années là-dessus, c'est quand on veut créer de la rareté, il faut définir un cap d'utilisation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va avoir le droit d'utiliser. Donc ça, il faut le baser sur la science, et ensuite il faut dire comment est-ce qu'on va s'organiser. Soit on le fait par les prix, soit on le fait par les volumes, en gros, pour gérer une ressource. Et créer une limitation de la ressource, ça lui donne une valeur. Et une fois qu'il y a de la valeur, ça va permettre aussi aux entreprises d'agir et de créer une activité là-dessus. Je prends un exemple, et c'est aussi un exemple de comment est-ce qu'on peut agir collectivement. Donc il coche plusieurs cases. À la COP28, il y a eu une annonce des 4 grands armateurs internationaux, donc sur le commerce maritime. Donc, la moitié environ, ils représentaient 50% des parts de marché mondial, donc c'est important. Et ce qu'ils ont demandé, à l'OMI, donc qui régule ce secteur, de 1, donner une date de sortie des navires fossiles, 2, des trajectoires, 3, un prix carbone. Donc c'est des secteurs qui se mettent d'accord pour demander à ce qu'on leur mette des contraintes, mais c'est intéressant parce que cette contrainte, si elle est juste pour tout le monde et identique, ça biaise pas le marché, ça va même créer une rente sur laquelle on va pouvoir travailler. Donc ça, c'est OK pour les entreprises si la contrainte est la même pour tout le monde. Ensuite, ça va rejoindre la question du... Voilà, et là, je rejoins le point de Anne tout à l'heure, est extrêmement important sur le mode de gouvernance, en fait. Comment est-ce qu'on va décider aujourd'hui, finalement, cette gouvernance, elle existe de manière implicite, c'est une gouvernance par les prix. Donc c'est la personne qui paye le plus cher qui va avoir accès à la biomasse, par exemple.
c'est pas forcément une maximisation du bien commun. Donc la question, c'est derrière, effectivement, comment est-ce qu'on s'organise pour que ça soit accepté. Et un excellent exemple de ça, c'est l'écotaxe, qui a été un échec cuisant il y a quelques années, malgré que il y avait eu le mécanisme institutionnel, il n'y avait pas d'accord profond parce qu'on n'a pas eu ce débat entre acteurs avant. Et du coup, quand le mécanisme est devenu tout du jour au lendemain matériel, les gens se sont réveillés et se disent non, parce qu'on avait loupé cet espace, ce moment en amont de construction d'un consensus sur le mécanisme et son fonctionnement, et notamment sur qui va payer et qu'est-ce qu'on va faire de l'usage de cet argent qu'on va collecter. Merci. Oui, alors moi je pense qu'on peut évoquer le terme de décroissance, c'est-à-dire que moi je donne des cours en école de commerce, j'observe que mes étudiants sont intéressés par le terme de décroissance parce qu'ils estiment qu'au fond c'est un terme qui est susceptible de faire bouger culturellement, au fond, la relation à la croissance. Je ne crois pas qu'il soit vraiment décroissant, en fait. Je ne crois pas qu'ils aient envie de s'enfermer dans une niche ou de se mettre à l'écart du monde. Mais je pense que dans l'idée qu'il faut mener une véritable transition et donc porter des ruptures, le terme de décroissance est un terme, vous savez, c'est un peu comme on dit, une idée force qui peut être utilisée pour faire bouger et arriver peut-être, je ne sais pas si c'est la post-croissance, d'ailleurs, je crois qu'il ne faut pas trop s'attacher aux mots. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est d'aller sur des cas pratiques. En tout cas, ce qui me semble important de dire, c'est qu'aujourd'hui, on le sait, on est au niveau européen, on est dans un moment de très faible croissance. Je voudrais quand même rappeler que le Royaume-Uni et l'Allemagne ont été en récession l'année dernière, que je ne suis pas en train de dire que je souhaite la récession, mais qu'en tout cas, adosser l'idée de la sobriété au fait d'un ralentissement de la croissance, c'est quelque chose d'important. Et donc, tout l'enjeu, vous savez, il y a ces slogans sur la sobriété heureuse ou la prospérité, je ne sais pas, verte. Enfin bon. En tout cas, on voit bien que derrière ces expressions, pour l'instant un peu vides, il y a quelque chose qui travaille sur l'idée qu'il faut retrouver une forme de créativité, une possibilité d'imaginer autrement nos villes, etc. Et donc, il y a, me semble-t-il, un enjeu à réintroduire, que ce soit au niveau des fonctionnaires ou des entrepreneurs, sur cette question de créativité, cette question d'imaginer autre chose, qui n'est pas si simple. Parce que moi, ce que j'observe depuis que j'ai commencé à travailler au ministère de l'économie, ça fait un bail, c'est qu'on a plutôt été vers l'attrition créative et la procéduralisation, plutôt que vers un État qui avait une vision. Et au fond, plutôt le sentiment d'un État répétitif qui avait plutôt réduit son domaine d'intervention. Et donc toute la question, au fond, c'est de réinventer ce rôle des institutions. Lorsqu'on a écouté Barack Obama pour l'ouverture du sommet, il a dit une chose qui m'a beaucoup intéressée, c'est qu'il a dit que les jeunes étaient extraordinaires. Bon, ça fait partie des choses qu'on dit quand on devient vieux. Mais il a dit, au fond, ils sont extraordinaires, ils ont envie de faire plein de choses, mais ils n'ont plus du tout confiance dans les institutions. Et donc, il y a cette question d'inventer de jeunes institutions qui me semble être un point assez intéressant. Après, sur la question du pacte vert, puisque vous me demandiez éventuellement de parler de l'Union européenne, lorsque Ursula von der Leyen a introduit donc ce projet de verdissement de l'ensemble des politiques de l'Union européenne, la Commission a créé un nouvel outil qui s'appelle le Fonds de transition juste, qui est un outil destiné à permettre la transition des territoires qui sont aujourd'hui fortement émetteurs de carbone. C'est un peu comme ce que disait Anne Bringo sur, au fond, ces unités, ces 50 unités fortement émettrices. Là, c'est les territoires qui émettent fortement, qui sont situés évidemment en Pologne, en Allemagne, en République tchèque, en Roumanie, par exemple. Et l'idée étant de les accompagner, de leur donner une subvention supplémentaire, donc d'assurer une transition juste par cela. Ce qui est intéressant, c'est que ça existe, c'est doté, mais c'est insuffisamment doté, et donc il n'y a pas suffisamment de diagnostic sur la façon dont on peut faire une transition juste. Aujourd'hui, le pacte vert, il a été conçu d'abord avec des outils juridiques, des directives, les Fit for 55, etc., mais sans y adosser justement suffisamment la question du social, parce que l'Union européenne est très faible, elle n'a pas de pouvoir en matière sociale, elle dépend des États, et que du coup, on se retrouve face au risque de révolte, et que ça explique, par exemple, le backlash actuel. Ça explique pourquoi, quand on fait du droit, sans l'adosser à l'économie et au social, on peut dire, c'est pas très important, on va voter une autre directive qui dira l'inverse. Donc tout le sujet, si on veut entrer dans un nouveau régime économique, un régime post-croissance, ou en tout cas reconnaître que la sobriété est essentielle, c'est d'adosser la sobriété à des positions sociales, à des questions économiques, à des investissements et à une vision et pas seulement à du droit. Merci.
Il nous reste 5 minutes, alors j'avais promis de prendre quelques questions. Moi, je vais en poser une. Il y a peut-être quelques étudiants, là. J'espère qu'il y en a qui ont envie de rejoindre la fonction publique pour amener une vision et transformer la vision. Il reste 5 minutes. Est-ce que l'un ou l'autre peut poser une question? Il y a une question là. Oui. Ça a été dit plus ou moins en transparence à plusieurs moments, la question de la gouvernance, des débats où se prennent les décisions. Et pour moi, il y a un outil qui n'a pas été cité, qui se développe de plus en plus, c'est les sociétés coopératives intellectuelles qui regroupent justement pouvoir public, citoyens, dans un modèle économique qui est à lucrativité limitée, qui permet vraiment d'avoir du débat sur des décisions importantes, et puis voilà, qui sont en lien avec des valeurs fortes, souvent liées à la transition. Du coup, je voulais un peu avoir votre avis là-dessus, sur cet outil. Qu'est-ce que vous en pensez, justement, pour aller dans l'action, et dans l'action qui a du sens? Merci. Avant de faire le dernier tour de table et de répondre, est-ce qu'il y a une ou deux autres remarques ou questions? Oui, le triangle de l'inaction qui est présenté comme ça, c'est intéressant. Après, je pense que dans chaque entité, que ce soit au niveau des pouvoirs publics, des entreprises et des citoyens, il y a aussi des individus et le fameux facteur humain, comme on dit, là-dedans. Et donc, pour associer les trois contraintes de l'inaction, au sein même de ces échelles, déjà, il y a beaucoup de personnes qui sont à convaincre de passer à sortir de cette élection. C'est-à-dire que si vous rencontrez des experts des pouvoirs publics ou des salariés dans des entreprises ou des citoyens en collège, lycée ou à la fac, n'importe où, ou même ici, on a des personnes qui, et c'est normal, sont encore à convaincre de telle et telle situation. C'est long, donc il y a un vrai besoin de formation aussi en interne. Alors je ne sais pas comment faire, mais c'est compliqué. Et je pense que c'est compliqué notamment aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de messages qui circulent partout sur la désinformation notamment. Et je pense qu'il y a vraiment un besoin d'humilité sur le fait de ne pas tout savoir aujourd'hui sur tous ces sujets qui sont très complexes. Et le besoin de se rapporter souvent à la science et aux institutions, c'est aussi une question de confiance. Je ne sais pas si vous avez des outils qui permettent à l'avenir de renouer avec cette confiance-là. Je pense que ça peut être une des clés. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci. Une dernière question ou remarque? Concernant justement ce triangle de l'inaction, vous avez parlé notamment du fait qu'il y avait un manque d'échange, par exemple, entre les institutions et les jeunes. Dans l'imaginaire collectif, il y a aussi un clivage assez instinctif dans la réflexion entre la relation entre les entreprises et les ONG. Est-ce qu'il y a des pistes concrètes en fait, et un intérêt manifeste surtout en ce qui concerne les questions de transition énergétique, à créer plus de dialogue, plus de pont entre ces institutions et les citoyens, les ONG, les entreprises, les citoyens, afin justement d'éviter, dans ce contexte informationnel, il y a pas mal de désinformation, de prise de parti ou autres, qui peuvent ralentir toutes ces situations. Est-ce qu'il y a des pistes? Merci. Alors, on va faire un exercice compliqué, qui est de faire un dernier tour à la fois de conclusion et de réponse. Donc, ce que je demande aux intervenants, c'est de dire d'une certaine manière s'ils retirent quelque chose ou ce qu'ils retirent de notre échange, et en essayant de répondre à l'une des questions qui a été posée. Qui veut commencer? Je peux. Moi, je pense qu'il y a une conclusion très rapide sur ces sujets. Il faut que les entreprises, que je représente un peu plus aujourd'hui, mais pas seulement, soient capables de s'engager et de dire clairement ce qu'elles font sur les sujets climat, sur les sujets biodiversité et sur les sujets sociaux, et qu'elles ne doivent pas choisir leurs propres indicateurs, elles doivent être forcées d'avoir des indicateurs qui comptent. La deuxième, c'est qu'il faut, on en a beaucoup parlé, valoriser la sobriété. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est absolument, ça me paraît fondamental, à la fois sur le plan philosophique et aussi sur le plan économique. Et pour répondre à deux questions qui sont posées, il y a une question sur les sociétés
coopérative et une question sur la capacité à convaincre. L'avantage dans le métier de l'eau et du déchet, c'est qu'on est sur des délégations de services publics et nous, travailler dans des sociétés d'économie mixte, c'est quelque chose que l'on fait depuis toujours. Je pense qu'effectivement, c'est une grande partie de la solution. Ça permet de la transparence et ça permet un alignement économique entre les partenaires privés et les partenaires publics. Donc ces partenariats publics-privés, ils sont fondamentaux, à commencer par des sujets aussi sensibles que l'eau et que le déchet. Et ensuite, pour répondre à votre point sur la partie convaincre, comment fait-on pour convaincre? Je pense que les entreprises ont un rôle majeur à jouer pour apporter du sens à l'économie. On le voit de plus en plus, les jeunes qui choisissent leurs entreprises, la question du sens et de l'impact qu'aura l'entreprise est fondamentale. Et j'en reviens à ça, il faut que les entreprises soient capables de démontrer qu'elles ont un impact positif et honnête sur la biodiversité, sur le climat et sur le social. Cette question du sens, c'est par là qu'on arrivera à convaincre, à commencer par les jeunes générations qui veulent rejoindre le monde de l'entreprise. Peut-être rapidement sur les coopératives et globalement l'économie sociale et solidaire. Évidemment, c'est un moyen différent de faire de l'économie et du coup avec des enjeux qui ne sont moins de faire du profit, mais de regarder d'autres types d'intérêts en impliquant différents acteurs. Moi, j'ai été administratrice pendant plusieurs années d'Enarcop, qui est un fournisseur alternatif d'énergie renouvelable et qui est une SIC. Et donc, dans ce conseil d'administration, il y a des fournisseurs, il y a des consommateurs, il y a des salariés. Et c'est effectivement ce débat entre toutes les parties prenantes qui permet, y compris avec les sociétaires, qui permet de prendre des décisions qui, en tout cas, j'en avais le sentiment, allaient davantage dans l'intérêt général. Donc oui, c'est un modèle à développer et probablement à reproduire dans de plus en plus d'entreprises. Le facteur humain, effectivement, il existe, mais maintenant, de plus en plus, je rencontre des gens convaincus, y compris à Bercy, y compris dans des entreprises. Donc, c'est ce qui me donne un peu d'espoir, y compris au réseau Action Climat. On vient de recruter quelqu'un qui a fait Polytechnique. On n'avait pas ce genre de candidature avant. Juste pour illustrer le fait que je pense qu'effectivement, il y a de plus en plus de convaincus un peu partout et que justement, c'est le moyen de faire avancer les choses et que ces personnes convaincues dans ces différentes institutions pourront essayer de créer du lien pour avancer. Et sur le clivage ONG-entreprise, c'est pas toujours aussi clair en fait. On bosse de manière très coopérative avec des entreprises d'énergie renouvelable. On peut faire même des tribunes ensemble parce qu'on va porter des demandes en commun. On va être beaucoup moins d'accord avec Total Energy et peut-être même on ne va pas les rencontrer en se disant que ça ne sert à rien. De toute façon, ils ne nous écouteront pas. Mais il y a d'autres entreprises avec qui on est en dialogue, on va dire, où on est un peu tendu, mais où on peut avancer. Alors, on rencontre bientôt les acteurs du ciment, par exemple. Donc il y a toutes les nuances en fait des relations possibles entre ONG et entreprises et je pense que ce qui compte pour mettre à bas ce triangle, mais c'est comme un peu le développement durable où il y avait à la fois l'environnement, l'économie et le social. C'était la brique gouvernance qui était au milieu. Là, c'est pareil. C'est comment on arrive à finalement faire dialoguer tous ces acteurs et trouver des lieux où ce dialogue existe et où les conclusions des dialogues puissent alimenter réellement les politiques publiques. Et je crois qu'on peut y arriver, que si on est de plus en plus nombreux, on pourra pousser pour ce genre de solution. Merci. David. D'accord. Moi, ce qui me semble dans vos différentes questions, c'est qu'on voit bien qu'on est dans un moment assez clé où les choses peuvent basculer, bifurquer, comme on dit. Et donc, toute la difficulté pour ceux qui sont engagés sur l'écologie, c'est au fond de vouloir être... On appartient à une sorte de minorité active. Je me sens vraiment une minorité active en écoutant ce genre de choses. Et donc, on est une sorte de minorité active qui doit se poser la question de la conquête de la majorité, au fond. Et c'est ça notre difficulté ou notre espoir ou le côté excitant de la vie. Hein. Et par rapport à ce que vous... Hydrogène.
Et donc, par rapport aux recommandations pratiques que vous demandez, moi je suis très sensible par exemple à ce que fait l'association Le Lierre, qui a été lancée il y a déjà plusieurs années par des jeunes qui appartiennent à la fonction publique, soit territoriale, soit d'État, et qui au fond organisent des débats justement d'intérêt général avec des entrepreneurs, où ils avaient organisé des débats. Il est temps. Taisez-vous, Lucille Schmid. Donc, c'est très difficile de me faire taire, en fait, c'est ça le sujet. Et donc, il y avait à la fois des débats d'ordre un peu philo avec Bruno Latour, des débats hyper pratiques. Et au fond, toute la difficulté et tout ce qui est excitant sur l'écologie, c'est à la fois d'être dans un niveau de pensée et d'associer la pensée et l'action. On voit bien qu'on ne peut pas se contenter d'agir à l'aveuglette, comme vous le disiez. Vous faites évoluer l'entreprise. Quand vous parlez de sobriété dans l'entreprise, il y a eu certainement une conquête culturelle à faire. Donc, c'est ça qui me semble important. Et puis, sur le facteur humain, moi, sur la formation, je trouve ça bien, la formation. Mais par exemple, les hauts fonctionnaires sont formés là, par le gouvernement à l'écologie. C'est bien. Surtout quand c'est Valérie Masson-Delmotte qui fait la formation. Mais il faut aussi habituer les gens à se dire, mais d'une certaine manière, je suis un écologiste sans le savoir. C'est-à-dire que moi, je trouve aussi, en ce moment, je fais une mission chez Emmaüs. Quand je discute avec les compagnons qui font de recyclage, du réemploi toute la journée, ils n'ont pas forcément envie que quelqu'un vienne d'en haut leur expliquer ce qu'il faut faire. Il faut aussi que chacun se ressaisisse, au fond, dans sa vie, apprenne à s'apercevoir qu'il est écologiste et que les choses ne tombent pas d'en haut. Je suis persuadée que ça ne marchera pas si ça tombe d'en haut, en fait. Voilà. Merci. David, un mot, parce qu'il faut qu'on quitte la salle. C'est la gestion de la rareté. Ok. 2 points. 2 points. Sur le clivage, je pense pas qu'il y en a. On arrive à avoir de plus en plus de dialogue sur ces sujets. On le voit, que ce soit sur l'OPE, dans les comités parties prenantes, etc. Donc là-dessus, par contre, là où il y a un vrai risque en France, c'est une fracture sociétale entre 2 morceaux de la société, ce qui arrive dans d'autres pays, etc. Donc s'il y a vraiment un point d'attention, c'est celui-là. Il faut vraiment lutter pour éviter que ça arrive, parce que là, on aura tout perdu. Un message d'espoir sur les aspects compétences. C'est un bon moyen de mettre le pied à l'étrier des gens. Nous, on l'a vu en entreprise, on a beaucoup fait des choses de cette façon-là. Et après, ça permet surtout d'aller à une deuxième étape qui est la transformation des métiers dans les entreprises. Et là, c'est vraiment quelque chose qu'on a commencé il y a 2 ans et on voit ça marche très bien. On a une communauté de maintenant de 600 personnes dans tous les métiers d'entreprise, RH, ASA, etc., où des gens qui font au quotidien, finalement, transformer. Qu'est-ce que ça veut dire, la transition écologique dans leur activité. Et ça, c'est des dynamiques de fond qui sont lancées, sur lesquels on peut s'appuyer pour avoir des vraies transformations. Et donc je pense que c'est un très bon signe. Et c'est pour ça que je voulais finir avec ça. Merci. Moi j'avais prévu 5 points, mais je serai sobre. Merci à vous. Merci. Bonne fin de sommet.